Donc bonsoir à tous. Je suis François Joubeau, je travaille avec David chez Worldline. Alors moi je suis sur des projets dans la monétique, vraiment dans le business. Mais en parallèle, et depuis des années, je travaille aussi sur l'observabilité en Java. Et j'ai été confronté à des problèmes de production en Java. Et un jour, j'ai eu l'idée de regarder ce qui se passait à l'intérieur de ma JVM. Et est née de là la solution Geyser qu'on va utiliser ce soir pour illustrer des cas de Virtual Thread. Voilà. Donc, un petit aperçu de Geyser avant de démarrer. Geyser, on l'utilise pour de l'analyse d'incidents en production. Alors l'idée c'est d'avoir une boîte noire, typiquement, que vous allez passer dans un analyseur et vous allez avoir un rapport, un diagnostic à la sortie. Donc ça c'est une analyse qui est post-mortem. On peut aussi travailler avec une analyse real-time de ce qui se passe. Donc on va avoir un analyseur cette fois-ci qui va regarder directement dans la boîte noire, qui va analyser ce qui se passe et générer des événements et les exporter. Alors le rapport, on le verra tout à l'heure, c'est ce qu'on va utiliser. Les objectifs, c'est de fournir une vue de ce qui se passe à l'intérieur de notre process. Voilà. Et d'avoir une abstraction de ce qui est exécuté. Alors, si vous faites simplement des thread dump, hein, on va parler de choses très très basiques, vous allez avoir 95% de vos threads qui seront inintéressants. Ce sont des threads dormants ou autres, en attente. Et donc là, l'idée c'est de garder les 5% et d'identifier ce qu'ils sont en train d'exécuter. Voilà. Et en dernier lieu, de détecter des problèmes, s'il y en a. Voilà, donc d'un point de vue pratique, on travaille avec un enregistrement, comme j'ai dit. Alors l'enregistrement, ça peut être Java Flight Recorder, typiquement, où là, vous allez collecter beaucoup d'informations. Hein, de la mémoire, GC, etc. Vous pouvez aussi avoir des thread dump dedans. Geyser fournit aussi un agent qui fait à peu près le même boulot que Java Flight Recorder. Cet enregistrement, donc, comme je vous ai dit, on travaille soit en post-mortem, soit en real-time, et on va générer là un rapport d'incident. Alors là, c'est plus sur du post-mortem, et ce rapport, on va le partager avec les différents acteurs de la chaîne, hein, de l'opérationnel jusqu'à la R&D. Voilà. Alors l'état actuel de Geyser, c'est un projet que j'ai démarré il y a plus de 10 ans. On est à la 10e release, je crois. Et la dernière release que vous pouvez trouver sur le web, là, il y a un analyseur en ligne aussi. Elle gère l'analyse des virtual threads. Voilà. Et dans la prochaine version, il y aura une amélioration encore pour les virtual threads. Et vous avez aussi une intégration avec Zabbix. Donc ça, c'est plus sur le côté temps réel. Voilà. Je suis en train d'écrire un article sur l'observabilité aussi des virtual threads. Alors ce qu'on va voir ce soir, on va repartir des fondamentaux, hein, et puis on va remonter dans les couches et on va arriver à l'observabilité. Et je vais illustrer ça avec des petits cas, des petites démos. Alors on va prendre directement les rapports, on ne va pas exécuter tout ça. On va prendre les rapports et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et finalement, on va discuter de l'adoption en développement et en production des virtual threads, donc Java 21. Alors, on reprend les choses par le bas. Je ne vais pas répéter, je vais être assez rapide là-dessus. Ce qui est important, c'est la charte graphique ici. D'accord. Donc on a, rappel, on a les carrier threads qui permettent, ici, en vert, qui vont permettre d'exécuter des virtual threads. D'accord. Donc un virtual thread qui est exécuté, pour moi, c'est un virtual thread qui est actif. Okay. Donc il sera en bleu foncé. Et les virtual threads qui sont en attente d'exécution, hein, qui vont attendre, par exemple, d'avoir un carrier thread, eh ben, ils sont suspendus et ils sont inactifs.
Ok, on revient sur le cas du pinning, où on va utiliser des carrière threads et on va bloquer ces carrière threads, ce qui est un vrai problème si vous commencez à faire ça. Et on a ça notamment en utilisant des synchronize dans notre code. La solution, c'est d'utiliser un reentrant lock, pardon. Voilà. Et on va avoir un cas sur un rapport. Autre point, le nombre de carrier threads. Donc David, il l'a dit, ça correspond au nombre de CPU par défaut. Il y a moyen de jouer avec des paramètres pour augmenter ça. Et d'un point de vue I/O, il faut savoir que quand vous allez commencer à faire des accès sur le réseau, vous avez une couche qui se met en place dans votre JVM. C'est une couche de Poller. Elle s'appelle Poller. Il y a quelques threads autour de ça qui vont générer les événements. Donc on a nos threads ici, nos virtual threads. Ici, ils sont inactifs. Eux, ce qu'ils attendent, c'est ils vont faire un appel, par exemple, sur un serveur pour télécharger quelque chose. Hein, et dans l'attente du résultat, ils vont être désactivés. Okay. Et quand le résultat arrive, donc le résultat il va arriver au niveau de notre couche de Poller, le Poller va être responsable de prendre le thread correspondant à l'event et d'aller l'exécuter sur un carrier thread. Voilà. Il faut savoir qu'avec Java 22, ils ont rajouté sur Linux le support des virtual threads dans cette couche-là. Donc on utilise encore plus de virtual threads. Encore les fondamentaux. Là, on commence à rentrer dans l'observabilité. La base de l'observabilité, ce sont des couches qui permettent de faire du debugging. Alors, bien sûr, on ne va pas utiliser ces couches telles quelles parce que ce n'est pas production compliant. Okay. Alors, au niveau du debugging, on a principalement trois façons de le faire. Vous avez JVMTI qui, là, est une API de bas niveau. On va faire des appels natifs. Et là, déjà, on a pas mal de choses qui nous permettent, je vais le montrer, voilà, qui nous permettent de récupérer de l'information sur les virtual threads. Donc on voit bien que dans la couche de debug, tout est déjà là pour les virtual threads. Au-dessus de ça, vous avez la couche JDWP qui permet de... C'est assez classique, hein, vous allez l'utiliser pour faire du debugging en remote. Hein. Et vous allez avoir des options également sur les virtual threads. Alors JDWP, si vous l'utilisez pour travailler sur des milliers, voire des millions de threads virtuels, votre éditeur, typiquement, il va s'écrouler, il ne va pas y arriver. Il y a trop d'informations à récupérer. Et la dernière couche, c'est JDI, qui est utilisée par l'outil JDB. Là encore, vous avez des améliorations qui ont été faites pour récupérer l'information sur les threads virtuels. On a des événements aussi. Et enfin, ça a été rajouté dans Java 21. Il y a l'interface Hotspot Diagnostic MXBin. Hein, c'est une interface qui est là depuis la nuit des temps, je dirais. Et ils ont rajouté une méthode qui permet de récupérer les threads virtuels. Alors, tous les agents de monitoring vont bien sûr s'améliorer au fil du temps, hein, et vont supporter les virtual threads. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose autour de ça. Et ils vont travailler à partir de ces API de debug. Alors maintenant, est-ce qu'on peut voir les virtual threads avec les outils de monitoring standard? Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si vous utilisez des API, par exemple, des API de MX ou de thread, vous ne pouvez pas browser vos virtual threads, obtenir l'état interne de ces threads virtuels, à l'exception de l'appel qu'on a vu juste avant pour les MX. Et ensuite, sur des outils standards comme Java Flight Recorder, si vous utilisez Java Mission Control, par exemple, là, vous ne verrez pas vos threads virtuels. Voilà. C'est la même chose avec JStack. JStack, on utilise ça pour faire des dumps.
et on ne voit pas les threads virtuels dedans. Alors ce que vous verrez avec ces outils standards, ce sont les carrier threads, puisque les carrier threads, ils sont natifs, ce sont des plateformes threads. Okay, et du coup, associé à ces carrier threads, vous allez avoir la CPU et la mémoire, par exemple. Ça vous donnera une idée de ce qui se passe dans votre process. Hein, mais comme ces carrier threads passent leur temps à exécuter différents virtual threads, vous aurez une vue très très vague en fait. Vous aurez un flou qui est énorme. Et enfin, au niveau de l'observabilité, en Java Flight Recorder, on commence à avoir des indicateurs. Ce sont des événements, puisque Java Flight Recorder travaille principalement avec des événements. Et pour l'instant, ils sont insuffisants pour avoir une bonne vue sur les virtual threads. Alors qu'est-ce qu'on a comme type d'événement? Il y en a 4. Alors il y a la création et la destruction de virtual threads. Ça a un intérêt qui est vraiment très faible, puisque vous ne saurez pas ce que font exactement ces virtual threads. Donc vous aurez des statistiques de création. Ça peut être intéressant si vous atteignez des hauts niveaux. Et vous avez aussi les pinning events. Donc David, je crois qu'il en avait parlé. Là, ça vous permet de voir si vos virtual threads bloquent souvent sur des synchronized. Donc en fait, s'ils bloquent vos carrier threads sur des synchronized, ce qui est très mauvais. Donc ça peut être intéressant. Et le dernier, c'est les submission failed events. Je n'ai pas mis là. C'est-à-dire que vous avez des virtual threads qui n'arrivent pas à être exécutés par votre carrier thread. Alors, ce qu'on a aujourd'hui comme outil pour voir des virtual threads, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de votre JVM, eh ben, vous avez l'outil en ligne de commande qui s'appelle le JCMD, hein, qui permet d'exécuter des commandes de monitoring. Et là-dessus, ils ont rajouté une option qui est ici, thread dump to file, qui permet de lister tous vos threads, aussi bien natifs plateforme hein, que virtual, dans un fichier. Voilà, donc vous donnez le nom du fichier, vous donnez un format, vous pouvez le faire en JSON ou en texte, voilà, et puis le chemin du fichier, tout simplement. Cet outil JCMD, il n'est disponible que dans le JDK, il n'y a pas dans JRE. Ça se connecte à votre VM à travers une méthode attach qui est assez classique. C'est limité parce qu'on ne va avoir dans ce fichier que les stacks. On n'a pas d'information de lock et on n'a pas d'information d'état. Et donc, comme je disais, on a deux formats, du JSON qui est plutôt structuré, c'est-à-dire que si vous utilisez un fork join pool pour vos threads virtuels, vous aurez une structure où vous verrez vos virtual threads à l'intérieur d'un fork join. Le JSON, moi je déconseille parce qu'on n'a pas une vue exhaustive en fait. On est sur une collection des stacks qui est incrémentale. C'est plus lent aussi et ça vous génère des fichiers qui sont plus gros. Voilà. Le TXT est plus intéressant, donc prend moins de place. Et là, on a vraiment une vue exhaustive à un temps donné. Mais ça veut dire derrière qu'on fait un stop the world. Alors, je n'ai pas été investiguer tout ça, mais sur les tests que j'ai faits, on voit bien qu'ici, on est dans de l'incrémental, alors qu'ici, on a une image à un temps T. Voilà. Donc moi, je recommande principalement de travailler avec le format texte. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait un dump avec JCMD? Eh bien, on retrouve cette classe continuation.run qui est vraiment le corps de virtual thread. Ici, on est sur un thread, un carrier thread, donc on est sur un platform thread hein, qui est actif. Et on voit bien qu'on est dans un fork join. Hein, et on est dans le worker numéro 10. Voilà. Et là, il est en train d'exécuter quelque chose, on ne sait pas. Donc c'est notre carrier thread. Donc ça, derrière, il faut se dire qu'il y a un thread virtuel qu'il est en train d'exécuter. Et voilà le thread virtuel qu'il est en train d'exécuter. On ne peut pas faire le lien entre les deux. On ne peut pas dire que le 10 travaille sur ce thread virtuel 31. Il n'y a pas moyen, on n'a pas cette information dans le dump de JCMD.
Ok. Alors là, notre thread virtuel, on le voit qu'il est, il est en train de faire de la génération de nombres. On est sur une classe de random ici. Voilà. Donc là, il est en train de consommer de la CPU, hein, typiquement. Là, on est maintenant sur un thread virtuel qui est inactif. C'est tout simple. Notre thread, il est en train de faire un sleep. Voilà. Vous voyez le thread.sleep. Et derrière, on voit bien que les classes de Java ont été enrichies pour pouvoir intercepter cet événement de sleep. Et plutôt que d'être bloqué sur le système, on va parquer le thread et on va le rendre inactif. On dit unmount en anglais. Voilà. Donc on sera sur un continuation.yld, c'est-à-dire qu'on est en attente. On est en attente que le temps passe et après on sera réveillé, on sera à nouveau remis sur un carrier thread pour exécuter quelque chose. Donc ces threads inactifs, vous pouvez en avoir des milliers, voire des millions dans votre JVM. Ce qui fait que quand vous faites un dump avec JCMD, hein, vous allez vous retrouver avec des fichiers qui peuvent être très gros. Voilà. Alors, comment enregistrer aujourd'hui ce qui se passe dans votre JVM? Comment voir ces threads virtuels? Donc, comme j'ai dit, il y a JCMD. À ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est de faire des appels périodiques. Si vous faites un benchmark, ben, vous allez faire ça toutes les 5 secondes, admettons, pour voir comment ça se comporte à l'intérieur. Et puis, si vous êtes en production, ce sera plutôt du 30 secondes ou 1 minute. Et puis ensuite, pour ça, dans cette version de Geyser, dans la dernière, il y a un script qui est disponible pour faire ces appels périodiques. Sur Linux, c'est assez facile à faire. Et puis vous avez une autre méthode, ça arrivera sur la prochaine version de Geyser, où là vous utilisez un agent, plutôt que JCMD, vous avez un agent qui derrière va utiliser la même méthode hein, que JCMD, il va faire appel au dump thread de ce mxbin. Voilà. Donc c'est assez basique, hein, on chope l'ensemble des threads. En plus, avec l'agent, on aura plus d'informations puisque l'agent va récupérer d'autres informations à côté. Bon, voilà, ça, en comparaison du JCMD qu'on a vu avant, ça c'est la ligne de commande de l'agent. Donc ça c'est avec Geyser. Demain, vous aurez bien sûr d'autres outils de monitoring, d'autres agents qui vous permettront de faire la même chose. Et je pense que là, aussi l'API de Java va évoluer, on va en discuter après. Donc on a l'enregistrement, maintenant on veut analyser ça. Geyser permet d'analyser cela et on va l'utiliser ce soir. Donc l'analyse, on peut travailler sur du fichier JSON ou TXT, ou bien d'un enregistrement aussi de l'agent. Il y a un choix qui a été fait dans l'analyse, c'est de merger tous les threads virtuels qui sont inactifs, les unmounted, plutôt que d'avoir 20 000 threads, admettons, virtuels, qui vont vous montrer exactement la même chose, ces 20 000 threads, admettons, qui sont tous en train de dormir sur le même point de code, et bien là, on va réduire ça à une seule ligne dans l'analyse. Et on va dire dans l'analyse, voilà, je vois ce thread-là, je le vois 20 000 fois, admettons. Voilà, c'est ce que j'ai représenté en haut. Autre choix dans cette analyse, c'est de ne pas montrer les carrier threads. Puisque comme on a vu avant, on n'a pas vraiment de l'information importante autour de ça. Et enfin, on veut aussi, à travers cette analyse, pouvoir détecter des problèmes sur les threads virtuels, sur l'utilisation. Voilà. Et c'est celui-là est très intéressant. Enfin, cette règle d'analyse est pas mal, qui permet de détecter si vous avez des threads virtuels qui sont en train de leaker. On va voir ce que c'est après. C'est pas un problème au niveau de la couche de threads virtuels, mais c'est plus un problème sur l'utilisation des threads virtuels. Voilà. Alors rapidos. Donc ce qu'on va voir, ce sont des rapports, et là, c'est la façon dont ça a été fait. On exécute des tests sur une application Java, on a un enregistrement.
Donc là, ce qu'on en verra, c'est un enregistrement qui a utilisé, basé sur JCMD, hein, donc la commande disponible dans Java 21. On le passe dans l'analyseur, on a un rapport qu'on va regarder, et puis voilà, on va voir comment ça se comporte à l'intérieur. Et après, l'idée, c'est, si vous êtes sur du benchmark ou de la production, c'est de faire vos changements, etc. Donc un cycle. Voilà. Donc la démo, les démos qu'on va regarder à travers les rapports, elles sont inspirées de différents projets de démos sur Loom. C'est pour but éducatif, hein, et puis pour moi, ça me permet aussi de valider l'analyse dans Geyser. Voilà. Et on va s'intéresser à deux groupes de démos. Là. Le premier groupe, on va mettre notre JVM sous pression en créant beaucoup de virtual threads, en faisant du CPU bound et aussi de l'IO bound. Le deuxième groupe, là, cette fois-ci, on va s'intéresser à ce qui est locking dans notre JVM. Alors, je vais revenir en arrière. Cette fois-ci, on va regarder vite fait. Ok, nickel. Très bien. Je vais zoomer un petit peu. Alors je vous explique tout d'abord comment lire ça. Hein. Donc ça, c'est un rapport Geyser. À gauche, vous avez les threads. Okay, et en haut, vous avez une échelle de temps. Et donc, sur chaque colonne, on a pris une image de ce qui se passe dans notre JVM. D'accord ? Donc là, on est toutes les 5 secondes à peu près. Et l'analyseur va regarder ce qu'il y a dans notre enregistrement. Donc sur chaque colonne, on peut imaginer que derrière, il y a un fichier qui a été généré avec JCMD, tout simplement. Voilà. Et là, ce qu'on voit, on voit notre par exemple ici, on voit un thread virtuel UVT. Donc UVT, ça veut dire unmounted. Et vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on les mergeait pour des raisons de lisibilité. Et donc là, ça nous fait une seule ligne. Et on est sur une démo où on est en train de dormir. Notre thread est en train de dormir. Et on va démarrer des milliers de threads virtuels ici. Donc là, on démarre. Là, c'est notre premier thread. Et ensuite, ça va augmenter. Et c'est par vague, en fait. Là, on en a 300. Là, on en a 600. Voilà. Donc on a nos threads inactifs qui sont en attente. Si on passe la souris là-dessus, on va avoir la stack exacte de notre thread. Donc ça, on va l'avoir des centaines de fois dans notre dump qui a été fait avec JCMD. Là. OK. Et puis, si je clique là-dessus, là, on voit un petit peu la partie abstraction. Donc, on a deux niveaux hein, quand on lit les rapports. Il y a un côté bas niveau où on sait qu'on va être sur un accès, par exemple, un accès base de données, ou bien on va être sur du calcul, etc. Là, avec ces virtual threads qui sont dormants, on sait que notre virtual thread, il est suspendu, simplement. Voilà. Et puis, à haut niveau, on peut avoir, on aura l'action qui est faite actuellement. Si je prends un cas concret sur la production, vous allez par exemple créer un paiement, donc ce sera votre haut niveau, et votre bas niveau, vous allez avoir un accès base de données. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le lire. Et après, il y a des codes couleurs là, qui sont là, qui permettent de savoir si vous êtes en jaune, vous êtes en train de faire des accès bases, en bleu, si vous êtes sur de la synchro, etc. Voilà. Alors, donc là, on est sur le premier cas où on dort. Nos threads sont dormants. On va passer sur un deuxième cas maintenant, où là, on va faire travailler nos threads. Donc on est toujours dans de la génération massive de threads virtuels. Et cette fois-ci, on leur fait générer des nombres aléatoires. Et on va avoir deux groupes ici. On a ces threads en vert, d'accord. Et puis on a toujours notre ligne bleue, où là, ce sont nos threads qui sont inactifs, qui attendent d'être exécutés cette fois-ci, de faire de
la random generation. Donc la partie verte, en fait, ce sont les threads virtuels qui sont actifs. Vous voyez, c'est ceux-là, là. Tac. Alors qu'ici, la ligne bleue, ce sont nos threads qui attendent d'exécuter quelque chose. Et ici, on voit bien qu'on est en train de faire de la random generation et à bas niveau, on fait de la number generation. Et si on compte le nombre de threads ici, ce sont les carrier threads. Ça correspond à des carrier threads derrière. D'accord? Et on a le nombre là-haut, là on en a 13, ici on en a 12 que j'ai sur mon laptop pour tester ça. Voilà. Donc là, on travaille avec un enregistrement JCMD où on a les virtual threads dedans. Maintenant, si je prends un enregistrement Java Flight Recorder, qu'est-ce que ça va donner? Je vais vous montrer vite fait. On a la même démo, ok, et cette fois-ci, on voit rien du tout, en fait, puisqu'on n'a pas les threads virtuels dans notre enregistrement Java Flight Recorder, ça n'existe pas pour l'instant. Voilà, donc c'est vide. Et si je vais un peu plus à droite, je reviens dessus. Il faut que je retrouve ma souris, voilà. Je vais revenir au début. Tac. Voilà, là c'est intéressant. Donc là, on a notre partie de démo où on est en train de faire de la génération de nombres. Okay. Vous vous souvenez avant, parce qu'on avait vu l'escalier avec nos threads verts, nos threads virtuels verts. Là, cette fois-ci, ici, dans cet enregistrement Java Flight Recorder, ce qu'on verra, ce sont juste les carrier threads. D'accord? Et donc ici, on sait qu'on est en train de faire que c'est un carrier thread et puis qu'il est en train d'exécuter de la virtualisation derrière. Mais on n'en sait pas plus. On aura de l'information de mémoire autour de ça, de CPU, mais c'est tout. Et donc là, ça veut dire que si on voit tous ces carrier threads sur ce rapport, c'est-à-dire qu'ils sont en train de... Derrière, ça travaille dur, quoi. Et avant, nos threads étaient dormants, et donc les carrier threads n'avaient rien à faire. C'est pour ça qu'on n'en voyait pas. Donc je reviens ici. Le cas suivant, c'est les I/O. Cette fois-ci, sur cette démo, on va avoir 3 scénarios. Le premier scénario, j'utilise des threads natifs, des plateformes threads, pour me connecter à un serveur web qui va me servir des images. D'accord? Donc je démarre des milliers de threads. Et voilà ce qu'on a ce qu'on obtient dans le rapport. On voit qu'on fait des accès réseau et on va avoir une pile comme ça, violette, de threads natifs. On va en avoir un bon millier. Voilà. Maintenant, si je fais la même chose avec des threads virtuels, voilà ce que ça va donner. C'est beaucoup plus simple à lire, cette fois-ci. On a des threads qui sont en train de se connecter et ils sont en attente. Hein. On est sur des I/O, donc ils ont été suspendus. Et là, on voit qu'on en a 449, etc. Et en dessous, on voit d'autres threads qui font qui eux aussi font ce travail d'aller chercher ces images. Et là, on est sur des socket reading, c'est-à-dire qu'ils sont en train de récupérer l'image, cela. Voilà. Et la même chose, on est en attente du serveur distant. Et on a 527 threads ici qui sont en attente, et puis ça baisse ici, etc. Voilà. Là, on a fait le même test, cette fois-ci avec un structured task scope. Voilà, donc ça c'est en preview sur Java 21. Vous voyez que le schéma est à peu près le même. Hein. C'est peut-être même un petit peu plus intéressant ici, je dirais. Voilà. Et donc, dans ces deux cas de figure, nos threads virtuels sont dismounted, unmounted, et donc sont inactifs la plupart du temps. Et d'ailleurs, on ne voit pas grand-chose au final vraiment d'actifs au niveau thread virtuel. Là, on en a peut-être un là, qui fait de l'exécution de code, et on est sur une exécution mathématique.
Donc voilà, ça c'était la partie I/O. Juste un dernier point là-dessus. Il y a un test que j'ai fait où cette fois-ci j'ai augmenté le nombre de virtual threads. Et là on va passer à 5000 virtual threads qui vont aller télécharger ces images sur le serveur web et on va avoir un comportement assez surprenant. Ouais, c'est ici. Voilà. Alors il faudrait peut-être que je le montre. Tac. Voilà, donc ça c'est un autre rapport. Cette fois-ci on est à 5000 threads. Alors ici ça c'est la partie thread natif qu'on a vu tout à l'heure. Donc là il faut imaginer qu'il y a une longue pile, on en a 1029, c'est marqué là-haut. Et puis ici on va exécuter nos threads virtuels qui vont aller télécharger nos images. Et ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec une longue ligne. Vous voyez, si on se met dessus, on va voir la stack. Et là, nos threads virtuels ont été parqués, ils sont en attente du résultat. Hein. Ils sont unmounted. Et on a toujours 5 threads qui sont en attente. Voilà. Donc tout à l'heure, quand je parlais de leakage, voilà un exemple qui peut vous arriver. Si on regarde derrière les logs de la démo, on va se rendre compte qu'on a énormément d'erreurs de connexion vers le serveur. Voilà. Et puis on aura ce phénomène-là. Alors j'ai un slide derrière qui reparle de ça, on pourra revenir en détail. Mais ce que disait David tout à l'heure était très important, c'est-à-dire que si vous mettez énormément de charges sur votre serveur, vous pouvez atteindre des limites et provoquer aussi des problèmes. Bon, voilà. Cette fois-ci, on passe sur le deuxième groupe de tests où on s'intéresse à la partie synchronisation de ressources. Alors, on a parlé du classique synchronized. Ben voilà ce que ça donne dans un rapport. Hein. Et là, on va voir qu'on va bloquer tous nos threads, tous nos carrier threads. Donc, vous voyez, nos carrier threads en orange, là, ils sont actuellement bloqués. Ils ne peuvent pas exécuter d'autres virtual threads. Donc, gros problème. Alors, comment on lit ça ici? C'est simple. Chaque thread en vert est un virtual thread qui est actif et qui est actuellement sur un synchronized. Voilà. Et à chaque fois qu'il y en a un qui obtient le lock, il va faire une action. Alors l'action, elle est très simple. Il va dormir quelques secondes et il va relâcher la main. Ce qui fait que le thread virtuel suivant va pouvoir prendre le lock sur le synchronized et s'exécuter. Et donc là, on se retrouve sur un escalier où on voit bien que notre nombre de carrier threads est en train de diminuer. Voilà. Nos threads virtuels actifs, pardon. Pour ça comme ça. Et donc, quand on a tous ces threads occupés, on ne peut pas exécuter d'autres virtual threads. Donc problème. Maintenant, on va passer au cas avec le reentrant lock. Donc le reentrant lock, c'est la solution pour éviter ce phénomène du pinning qu'on a eu juste avant. Cette fois-ci, on voit qu'on a nos threads ici. On a le même nombre de threads à peu près là, qui sont en compétition. Et cette fois-ci, on n'a pas de carrier thread de bloqué derrière. On en a un là qui attend on en a plusieurs qui attendent leur lock, et puis il y en a un qui est en train de s'exécuter là, voilà, qui est en train de faire un slip. Voilà, donc ça c'est impeccable. Et le dernier cas de figure, c'est le deadlock. Alors le deadlock, ici on a juste 2 threads virtuels qui sont en train d'essayer d'exécuter le cas classique du deadlock. Hein. Je veux le lock A, je veux le lock B, et l'autre a le lock B, je veux le lock A. Voilà. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a aucun moyen de détecter le deadlock actuellement. Voilà. Et ça a été remonté par Heinz Kabutz
à la communauté Java. Donc j'espère que dans les versions ultérieures, ils vont améliorer la couche de monitoring pour ça. Voilà. Là, si on regarde les threads, on n'a pas d'informations là-dessus. On est parqué, on attend juste un lock, mais on ne sait pas qu'on est dans un cas de deadlock. Donc voilà. Si je reviens juste sur le leak, ce qui est intéressant, je vous parlais tout à l'heure lors de l'analyse d'avoir la détection d'événements. Et ben là-dessus, on a une règle de détection sur la suspicion de leak de virtual thread. Et on a le descriptif ici. Et ici, on sait quel thread virtuel est en train de leaker. Voilà. Alors, je reviens sur la présentation. OK. Donc, on a vu à travers ces rapports différents cas de figure, et il y avait celui qui était très intéressant avec les IO. On mettait de la pression sur les IO. Et ce qu'on voyait, c'est qu'on avait des erreurs enfin, je vous avais dit que dans les logs, on avait des erreurs de connexion. Voilà, et puis qu'on arrivait à avoir un leakage. On avait là dans notre cas de figure, on avait 5 threads qui étaient en train de leaker. Ce pseudo-leak, il peut disparaître si vous coupez votre accès Wi-Fi par exemple, hein, vous coupez la partie réseau. À ce moment-là, vous avez des erreurs qui remontent. Vous pouvez aussi avoir des connection timeout dessus. Et dans certains cas, même en coupant la couche réseau, mes threads virtuels sont restés ad vitam. Voilà. Maintenant, si on exécute avec nos threads natifs, vous vous rappelez au début, j'avais un test avec un millier de threads natifs qui vont télécharger ces images. Là, si on augmente la taille du pool et qu'on la passe à 5000, on va avoir le même résultat. On va avoir des erreurs de connexion, etc. Voilà. Ce qui fait que, en faisant ça, je démontre que ça ne vient pas de la couche virtuelle, mais qu'on est plus sur des problèmes de réseau. Alors ça peut être au niveau du serveur distant ou au niveau local, au niveau système. Voilà. La solution pour éviter ça, hein, pour vous prémunir de ce problème avec les virtual threads, c'est de rajouter typiquement un sémaphore. David en a parlé tout à l'heure. Donc dans ma couche d'accès au réseau pour télécharger ces images, eh ben, je vais dire je ne veux maximum que 100 virtual threads en même temps qui puissent télécharger une image. Et là, tout se passera très très bien. Voilà. Ce qui fait qu'on en arrive à ce point important. Faites très attention avec les virtual threads. Vous pouvez lâcher les chevaux si vous ne faites pas attention à votre code. Parce que de base, si vous passez sur le virtual thread, c'est très facile. Hein. Vous allez exécuter vos tests fonctionnels, vos unit tests, etc., d'un test d'intégration, et ce sera vert. Mais derrière, ce qui est très important, c'est faire aussi des tests de performance dessus pour voir comment votre application va se comporter. Et pour ça, c'est important de faire du monitoring, comme a dit David. Voilà. Aussi de monitorer la mémoire et la CPU. Donc ça, vous allez utiliser des méthodes tout à fait classiques. Et là, vous allez pouvoir utiliser JCMD pour voir ce qui se passe. Donc les impacts, moi je viens d'en parler, je ne vais pas me répéter. Le monitoring est important. Alors la grande question, on approche de la fin, est-ce que c'est prêt pour de la production? Comme pour les threads natifs, on a besoin d'avoir une vue de ce qui se passe à l'intérieur de la JVM en cas de problème, notamment en production. Voilà.
Euh, donc aujourd'hui, d'une façon très basique, hein, sur du Java 8, 11, vous avez un problème de prod, et puis on se pose la question, ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, vous allez faire un malheureux JStack et vous allez envoyer ça à la R&D. Voilà. Alors ce serait bien d'aller un peu plus loin que ça. Alors c'est l'idée de Geyser à la base, hein, c'est d'avoir des vues dans le temps de ce qui se passe, et puis de faire du reporting autour de ça. Donc si on revient à Java 21, là-dessus, la seule solution aujourd'hui, c'est d'utiliser JCMD, ou bien le Geyser Recorder Agent qui viendra. Alors, est-ce que c'est prêt? Pour l'instant, c'est pas franchement le cas, je dirais. Pourquoi? Parce que si vous utilisez JCMD, ça veut dire que derrière, vous avez un JDK. Et est-ce que dans votre compagnie, on utilise des JDK en production? C'est pas sûr. Chez nous, chez Worldline, on utilise des JRE principalement. Voilà. Et puis après, admettons que vous vouliez utiliser Geyser, bah, ça demande tout un processus de validation derrière. Et à mon avis, c'est pas faisable dans l'immédiat. Alors, qu'est-ce qui manque actuellement pour la partie monitoring pour que ce soit prêt pour la production? Il nous faudrait une API de haut niveau pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, et pas haut niveau, c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'on a avec le JCMD, où on va avoir des milliers voire des millions de threads dans des gros fichiers à manipuler, etc. C'est pas franchement génial. Voilà. Donc il nous faudrait une véritable API sur laquelle les agents puissent se connecter et transmettre l'information à des plateformes de monitoring. Il faudrait aussi qu'on puisse merger les virtual threads inactifs. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein. C'est ce que fait le Geyser avec l'analyseur dans les rapports, mais ce serait bien que quand, d'un point de vue code, avec votre agent, admettons que vous ayez accès à l'ensemble des virtual threads programmatiquement, eh bien, il faudrait que l'API nous retourne qu'une seule stack, alors que derrière, on sait qu'il y a des milliers de threads correspondants. Une seule stack avec les ID des threads, typiquement. Ça nous permettrait de réduire la consommation mémoire pour du monitoring, quoi. Et puis faciliter la lecture de tout ça. Alors, et actuellement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un support élargi dans tous les outils de monitoring et les plateformes. Voilà. Et on a besoin d'avoir beaucoup plus d'informations autour des virtual threads et pas uniquement les stacks. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir de la mémoire, de la CPU, les informations de lock, et puis la détection de deadlock qu'on a vu précédemment. Voilà. Et enfin, ce serait bien d'avoir dans les API autour des virtual threads, d'avoir du code de safety guard, c'est-à-dire qui vous protège d'un emballement au niveau des performances, le Unleash the Beast. Alors, à l'origine, sur les toutes premières versions, si je ne me trompe pas, ils avaient mis un peu de code comme ça, et puis ça avait été retiré. Donc la conclusion, c'est pas vraiment prêt pour de la production. Et mon conseil, c'est que sur des gros projets, des gros projets qui tournent en production, ce serait d'attendre un peu avant de passer sur les virtual threads. Il faudrait vérifier pour ces projets-là que vous n'utilisez pas en dessous des virtual threads en tirant des frameworks. D'accord. Avant cela, il faut donc regarder aussi la performance de votre application. Enfin, il y a tout un travail de préparation. Ça ne se fait pas comme ça, quoi. Et d'un point de vue monitoring, il va falloir attendre quelques updates de Java 21, voire passer à un Java 25 plus tard. Mais je pense que d'un point de vue monitoring, ils vont s'améliorer sur des updates. Voilà. Enfin, pour être pragmatique, hein, si vous passez sur du Java 21 tout de suite, c'est assez rare en fait, parce que l'adoption d'une nouvelle version de Java, en général, ça prend du temps dans l'industrie. Voilà. Il y a encore beaucoup de serveurs qui tournent avec du Java 8 ou du Java 11 aujourd'hui. Maintenant, si vous faites du développement,
hein. Vous démarrez des nouveaux projets, là, allez-y. Adoptez tout de suite Java 21. Comme j'ai dit avant, hein, que ce soit sur des nouveaux projets ou sur du legacy, il faut voir les gains de performance que vous pouvez obtenir. Il faut aussi évaluer le coût d'un mouvement vers Java 21, hein, pas uniquement les virtual threads, c'est important. Enfin, il faut faire attention à l'emballement de votre application, hein, basé sur ces tests de performance, et donc de préparer du code qui vous permettra de vous protéger. Voilà. Comme disait David, si vous faites des tests de performance, derrière, vous allez identifier des points, des endpoints qui seront vulnérables. Soit vulnérables, soit qui vont s'écrouler parce qu'ils n'arriveront pas à gérer toute la charge. Un peu comme on a vu avec les I/O tout à l'heure. Enfin, il faut bien sûr suivre l'actualité autour des virtual threads. Et donc là, vous avez Scope Value, Structure Task Scope qui vont arriver. Structure Task Scope est vraiment très très bien. S'il rajoute par-dessus une couche de monitoring pour savoir ce qui se passe à l'intérieur c'est une machine à état, hein, Structure Task Scope, ce qui se passe à l'intérieur, ce serait super. Voilà. Donc, comme j'ai dit, des nouveaux projets peuvent démarrer là-dessus. Et puis aboutir avec une version ultérieure de Java 21 ou bien un Java 25, je crois que ça va être dans 3 ans. Et voilà, j'ai terminé. Donc si vous avez des questions sur l'observabilité. Merci.